sont des milliardaires, et c'est leur fonction principale, que ce soit Bernard Arnault ou que ce soit Xavier Niel. On va en parler avec quelqu'un qui connaît très bien ces sujets, qui a une belle pensée de l'escalier, et donc qui va tirer un peu la pelote de laine. On va continuer à tirer les pelotes de laine eh bien, je dirais, de toutes les podcasts que peut faire Candace Owen. C'est mon ami, notre ami David Pliquet. Bonjour David et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Oui, bonjour Nicolas, très heureux d'être avec vous ce matin et comme vous le dites, très heureux de tirer la pelote de laine. Je crois que c'est très très important. En fait, je me sens ce matin très très investi parce que il faut que nous continuions à décoder et vous allez voir que je vais continuer finalement à faire des liens entre tous les sujets que vous avez traités ce matin et c'est hallucinant. En fait, c'est vraiment ce que l'on peut dire, c'est absolument hallucinant. On rappelle David Pliquet, entrepreneur numérique et observateur des réseaux de la Startup Nation depuis au moins 2017, qui travaille entre autres avec Pierre Barnerias. Il avait défrayé déjà la chronique sur le premier versant de l'enquête de Pierre Barnerias sur la gestion de la crise sanitaire. Et déjà à l'époque, David, vous regardiez de près un certain nombre de milliardaires. À l'époque, c'était plutôt Musk. Maintenant, eh bien, nous allons nous intéresser à ce qu'a dit Candace Owen et qui vous a intrigué et vous a permis justement de faire ces liens. On peut partir du début de votre raisonnement et on va vous laisser le dérouler. Et si besoin est, je vous interromprai de façon très courte dans la durée pour vous poser une ou deux questions, David. Oui, j'ai vu sur le chat que vos auditeurs s'interrogeaient, mais quelle est donc cette mafia? En fait, c'est très clairement le terme aujourd'hui que l'on peut poser. Hein. Donc, on connaît bien la mafia sicilo-américaine, évidemment, et en fait, on était loin d'imaginer que elle s'était globalisée. Et je vais être très clair qu'elle a pris en fait la destinée de notre pays entre les mains. Donc, en fait, Candace Owen a balancé son deuxième pavé dans la mare, et avec le pavé qu'elle a balancé autour des réseaux de Brigitte Macron et de son mari Emmanuel, évidemment, elle a commencé à éclabousser des personnages qui sont des personnages extrêmement puissants dans notre organisation nationale. Parmi ces personnages, évidemment, Bernard Arnault. Nicolas, vous savez qu'ensemble, avec Lara, nous avons fait une émission qui a été très suivie sur Bernard Arnault pendant les fêtes. Donc, je ne vais pas revenir sur ce personnage, mais je vais revenir évidemment sur finalement quelqu'un qui est dans son environnement. Et dans son environnement, c'est un environnement familial parce que c'est son beau-fils. Et son beau-fils, en fait, c'est ni plus ni moins que Xavier Niel. D'accord. Donc, le pavé qu'a balancé Candace Owens dans la mare éclabousse Xavier Niel et l'éclabousse très précisément en soulevant un fait qui est peu connu, même si évidemment, nous sommes avec des auditeurs spécialistes. L'annonce est à la face finalement de 2 millions, 3 millions de personnes dans le monde que Niel avait été, par l'intermédiaire de sa société Free et de sa société Iliad, pris dans la main de la pédocriminalité, parce que la moitié des contenus pédocriminels sur la planète étaient hébergés sur les serveurs de Niel. Alors ça, c'est une affaire très sérieuse qui a été prise d'ailleurs très au sérieux par Niel, parce que il y a eu un courrier, un droit de réponse, et en fait c'est un centre canadien de protection de l'enfance qui avait mené donc une enquête sur 3 ans. Vous imaginez bien donc les moyens qui ont été dépensés à son moment, et donc sur un projet qui s'appelait Arachnid, pour justement voir comment l'araignée, on pourrait dire la pieuvre, est insérée dans l'intégralité de ces réseaux. Et quand on parle des réseaux et des contenus pédocriminels, on parle des réseaux sur le web, hein, et j'insiste bien là-dessus, on ne parle pas des réseaux sur le dark web. Hein. Et donc en fait, Free permet en toute impunité finalement l'hébergement de contenus qui sont extrêmement pernicieux. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau dans la démarche de Niel, parce que on sait que la pornographie a
était le début de sa carrière, et ça aussi c'est un fait maintenant avéré. Au début, Oui. tout le monde le mettait en perspective, mais vous savez très très bien que sur l'année 2004, il va être embastionné, hein, donc il va faire quelques temps de prison parce qu'il est soupçonné. Alors il ne sera pas condamné, hein, c'est tout le côté un petit peu délicat de l'affaire, hein, mais malgré tout, il va être soupçonné de proxénétisme aggravé. Et dans ce cadre-là, en fait, il va faire un peu de tôle. Et ce proxénétisme aggravé est lié en fait à un réseau de pipe show qu'il organise et qu'il maîtrise. Alors, il n'est pas le seul à faire ça, parce que dans cette période-là où les activités physiques comme les pipe shows vont rencontrer les activités numériques, vous savez très très bien que Niel va être très connu autour du Minitel Rose. Alors, tout ça, c'est des éléments connus, mais en fait, il représente déjà une communauté. Et c'est sur cette notion de communauté que je voudrais revenir et compléter les propos de Candace Owen. Alors, parmi cette communauté, évidemment, il y a des personnalités, on va les balayer, si vous voulez bien, ce matin. Et l'une des Allez-y. premières personnalités, c'est Marc Simoncini. Alors, Marc Simoncini, il Ah, est connu du grand public parce oui, qu'aujourd'hui, on le voit, vous même savez, dans moi. une émission de M6. Et dans cette émission de M6, en fait, qui veut être mon partenaire? C'est lui qui écoute ce qu'on appelle les pitchs, hein, des porteurs de projets pour voilà, ces pauvres porteurs de projets qui viennent chercher aumône auprès de ces grands milliardaires. Alors, Marc Simoncini a été très très proche des réseaux, on va dire, de piratage, parce qu'en fait, le web, il faut bien comprendre, est né vraiment et s'est accéléré autour du piratage. Il y avait le piratage des films, tout le monde se souvient du piratage des films. Il y avait le piratage de contenu de jeux vidéo, et d'ailleurs, c'est les plateformes de jeux vidéo qui ont diffusé cette information web dès le début. Et évidemment, sur ces plateformes, il y avait l'accessibilité à la pornographie de masse qui commençait en fait à se diffuser. Et on se souvient bien de Canal+ avec, vous savez, les films qui passaient, je ne sais plus, le Le premier premier samedi du samedi du mois. mois, à minuit, et hop, on Ouais, entend. exactement. C'était codé. Exactement. Et en fait, Simoncini va créer une boîte qui va s'appeler e-France, dont la spécialité, évidemment, est de proposer du contenu communautaire et en spécialité occulte, de diffuser cette info. C'est ça qui va rendre Simoncini millionnaire, parce qu'en fait, il va vendre cette boîte 45 millions d'euros à une société extrêmement connue de la place qui s'appelle Vivendi. Alors déjà, on fait les liens, je ne vais pas rentrer dans le détail de Vivendi, hein, vous connaissez bien, mais on fait déjà le lien en fait entre un pirate du web positionné sur des activités subversives et des grosses sociétés qui sont aujourd'hui cotées au CAC 40. En plus de ces 45 millions d'euros, il va toucher 1 million d'actions de Vivendi. Vous imaginez bien que la culbute est considérable. Alors, le Simoncini, ben, il fait la une de l'actualité actuellement, parce que vous savez qu'il avait lancé un vélo électrique, évidemment, hein, la Oui. mobilité, tout ça, ça fait partie de la nouvelle définition de la société. Mais finalement, on s'aperçoit qu'en France, qui est complètement désindustrialisée, le fait de lancer un vélo, c'est même très compliqué, hein, parce que sa société donc a été placée en dépôt de bilan avant sans doute la liquidation. Et Simoncini, ben, il n'a pas du tout aimé ça, hein, vous savez, hein, ce genre de personnages sont On assez veut proches faire la de leur guerre, orgueil. si vous permettez, David, on veut faire la guerre en Ukraine et envoyer des chars, et on est déjà même plus foutu, le cornu, de faire de simples vélos électriques. Je Ouais, ferme la exactement. Il a un parenthèse. problème sur le cadre. Il y a le cadre sans doute qui se pète en deux. Et lui, il attaque en justice une autre société cotée de la place. C'est le groupe SEB, qui est le plus grand groupe d'électroménager, hein, SEB électroménager, donc basé sur Lyon, une très très grosse multinationale. Et il les attaque en justice. Alors, vous voyez quand même que les éléments sont très trop. Alors, si nous avons Niel et Simoncini, nous avions donc à l'époque du lancement du web un autre acteur qui est moins connu, mais qui Juste une participe seconde, aussi. David, pour revenir, le lien entre Candace Owen et Niel. Elle en a parlé, c'est ça, dans un de Ouais, ses c'est ce que je disais podcasts. au début. Elle en a parlé en fait en soulignant que Niel hébergeait les contenus pédopornographiques dans le monde. Donc ça, elle Donc l'a dit, c'est d'accord. Excusez-moi, mais je voulais être sûr de bien tenir le fil, oui.
Vous pouvez Et le continuer, lien, en pardon. fait, entre Niel et Simoncini est avéré, hein, et Ça, Simoncini continue finalement à exploiter ce créneau, alors d'une manière assez soft, parce qu'il est très connu par le réseau social Mythique, d'accord, qui a aussi transformé la relation entre les hommes et les femmes, et donc ce n'est pas neutre hein, en termes de sociologie. Alors si Simoncini et Niel sont dans le premier rang des développeurs du numérique en France, ben, ils ne sont pas tout seuls, et en fait il y en a un autre qui arrive, celui-là est un peu moins connu, même s'il participe aussi à l'émission de M6, et ce gars-là s'appelle Éric Larchevêque. Et on va suivre plus particulièrement son parcours à ce gars-là, parce qu'il est aussi l'archevêque. extrêmement influent. Il est influent parce que Éric Larchevêque s'est positionné sur la maîtrise des crypto-monnaies. D'accord? Donc lui, il a créé une boîte qui s'appelle Ledger. Alors cette boîte Ledger est très connue des spécialistes qui sont positionnés en crypto et comment dire, il lance Ledger en 2016 je crois et Ledger va progresser, va faire beaucoup de buzz et en fait en 2019 il se fait dégommer de cette boîte, il se fait dégommer de Ledger L'évêque. et donc il est Mhm. sans doute remplacé par une direction plus opérationnelle. Son cofondateur reste dans la boîte et vous allez comprendre où je vais en venir. Et en fait, à partir de 2019, Ledger, ce que disait votre intervenant tout à l'heure, va devenir une licorne. Et donc, ça veut dire qu'elle va être valorisée plus d'1 milliard d'euros. Elle est aujourd'hui valorisée 1,5 milliard d'euros. Et en fait, comment dire, Ledger devient une major dans le monde des cryptos. Alors Crypto. manifestement, il y a des tensions parce que vous avez vu qu'il y a quelques jours à peine, hein, on parle du 21 janvier, le cofondateur de la boîte avec Éric Larchevêque a été pris en otage. À Vierzon! D'accord? À Vierzon, à côté T'as voulu voir Vierzon, t'as vu Vierzon. Mhm. ouais, exactement, hein, dans le centre de la France. Hein, donc en fait, Vierzon n'est pas une bourgade. Ah non, non, c'est là où en fait le banditisme, hein, parce qu'une prise d'otage c'est du banditisme, peut s'opérer. Et en fait, David Balland, ce cofondateur, a été enlevé. Et manifestement, Éric Larchevêque arrive dans la presse et il dit, voilà, dans des conditions tout à fait horribles, mais peut-être aussi que Elle a Éric coupé le Larchevêque n'a pas pouce. trop aimé se faire déposséder de sa boîte en 2019 et l'avoir progressé, évidemment, à 1,5 milliard d'euros. On comprend bien que on ne devient pas milliardaire du jour au lendemain. Et si on peut faire partie du train, c'est tout à fait intéressant. Alors pourquoi l'archevêque, indépendamment des crypto-monnaies dans ce monde? C'est parce que Éric Larchevêque est aussi, et il le dit dans la presse, hein, il ne cache rien, est devenu très connu et millionnaire par l'intermédiaire donc d'un autre site internet, très difficile à trouver. Ce site internet s'appelle Carpe Diem. Et Carpe Diem est aussi un site de mise en relation, mais là, C'est c'est quoi? des C'est mises en un relation. cercle de poètes. C'est un cercle de poètes disparus, c'est ça? Ouais, c'est des poètes en comment dire en jupe culotte. Hein, donc voilà. Et puis même on enlève la culotte, comme ça c'est un peu plus direct. Et Carpe Diem en fait a pour objectif de développer du flux. D'accord? Parce que dans l'industrie pornographique, si elle pèse 7,5 milliards dans le monde économique, en fait, elle pèse 140 milliards, écoutez-moi bien Nicolas, elle pèse 140 milliards dans l'idée du flux. Donc, en fait, quand on est amené à regarder des vidéos sur YouPorn, quand on est amené à regarder des vidéos sur je ne sais quel réseau, en fait, tout ça génère du flux. Et vous savez en fait que ces tenants du numérique, dont les Français sont parmi les plus actifs au monde, ont Oui, réussi pareil. en fait à générer de l'activité économique sur le flux. Et nous sommes passés d'une société du stock à une société du flux. Et dans le flux, évidemment, le flux numérique est le flux principal et quasiment le flux pornographique. Donc Carpe Diem est de ce type de réseau, mais Carpe Diem, si vous y allez, donc fr.carpediem.com, c'est l'adresse du mail, vous allez voir des liens tout à fait subversifs en fait, qui ont pour comment dire idée de développer ce réseau. Et donc en fait, vous allez tomber sur un site qui s'appelle Eurolive. D'accord? Un site où là, d'une manière tout à fait explicite, ce ne sont plus des rencontres coquines un peu avancées que l'on propose, ce sont directement des live cam.
Donc en fait, des jeunes filles qui se retrouvent nues devant leur caméra, vous savez, isolées dans leur chambre ou dans leur salon, et qui, comment dire, font proposition de leur charme. Et là, en fait, on est face à un nouvel esclavagisme mondial. Ça développe certes des flux et les rentrées d'argent pour ces millionnaires et milliardaires, mais en fait, toutes les jeunes filles ou un grand nombre de jeunes filles du monde entier et les pays où, évidemment, l'accès à la richesse, l'accès à l'économie est plus difficile, se retrouvent devant les webcams. Je vous vraiment encourage à aller chercher ce site internet, hein, parce que vous allez tomber par terre, parce que finalement, sans doute qu'il y a une décharge liée aux conditions générales d'utilisation, et évidemment, il faut être majeur pour pouvoir donc positionner la webcam. Mais vous imaginez bien qu'il n'y a pas une compagnie de flics du monde entier, parce que même si les flics viennent contrôler nos poubelles aujourd'hui, elles vont pas contrôler les jeunes filles de moins de 15 ans qui se positionnent sur ce type de réseau. Et vous voyez bien ce que je veux dire. Et donc, en fait, nous retrouvons, alors je reviendrai sur Eurolive tout à l'heure, je vais rester un peu Alors, sur David, moi, à certains moments, c'est bien la pensée de l'escalier, mais je veux voir le lien entre la première dame et les face cam, là. Eh bien, en fait, ça va venir. Vous allez voir, ça va être direct. En Très bien. fait, nous avons Le temps notre file, hein. Éric Larchevêque. Et Éric Larchevêque, en fait, copilote le site Carpe Diem par l'intermédiaire d'une personnalité extrêmement cachée qui se fait passer pour en fait, un mystique. On pourrait dire ça, une espèce de Ouais. mage. Et je vais Descroix-Vernier. ouais, c'est ça, en fait. Je le Jean-Baptiste. connais parce qu'il a voulu racheter Saint-Tritin à un moment donné. Il n'a rien racheté du tout. À mon avis, il voulait en faire une église satanique. C'est un type très bizarre, je le connais. D'accord. Donc, en fait, vous connaissez Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, en fait, Le type sur sa participe péniche, avec là, Éric avec ses Larchevêque redlocks. à ce site internet. Effectivement, un gars qui Ouais. a un look tout à fait particulier et qui Sûr. est vraiment dans l'archétype en fait de l'apatride parce qu'on ne sait pas très très bien où il habite. Alors je vais continuer avec ce personnage parce que ce personnage va créer dans ces années 2000 qui préfigurent le boom internet, il va créer une société de conseil et dans cette société de conseil en fait il va conseiller les entreprises sur leur politique et en fait il va avoir comme client et comme actionnaire des personnalités extrêmement importantes. La première, Bernard Arnault. Alors vous avez le lien direct avec la première dame, hein, parce que Bernard Arnault et la première dame, on a l'impression que ils passent leur loisir ensemble. Hein. Et puis, ben, comme deuxième actionnaire majeur, on a François Pinault, le monde du luxe que j'ai associé dans d'autres émissions, non au monde de la luxure. Et en fait, on comprend bien qu'il y a des éléments très attenants entre les deux. Et puis, ben, ce conseil, en fait, va continuer à, comment dire, à s'opérer, hein, le Jean-Baptiste Descroix-Vernier en question. Et parmi les conseils, évidemment, il va devenir l'un des bons amis, sinon un très bon ami de quelqu'un qui nous exècre en fait d'une manière assez considérable, c'est Bernard Arnault. Voilà. Bernard Arnault dit voilà, j'ai trouvé en la personne de Descroix-Vernier le chantre du numérique et comment dire de l'influence numérique sans doute française dans le monde, et c'est Descroix-Vernier qui la représente. En autre copain, alors qui est aussi aujourd'hui face à la justice, autre copain très proche, c'est Sarkozy, qui va donner en fait un escalier, comme vous dites, à Descroix-Vernier, qui va devenir membre d'une commission qui était une commission qui était en phase de réfléchir sur le numérique. Donc, vous voyez un peu ce monde, comment dire, qui s'établit. Le Descroix-Vernier et Carpe Diem, pour refaire le lien, fait le lien au travers d'une société, et là, on va comprendre un autre lien qui s'appelle Montorgueil. D'accord? Et vous, Nicolas, qui êtes parisien, vous savez très bien que ça fait référence à la rue Montorgueil, que l'on retrouve dans le quartier du Sentier. Ah, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Qui? Alors, quand on revient sur ces activités, des activités de porno chic par l'intermédiaire du site Carpe Diem, des activités pornographiques par l'intermédiaire du site Eurolive, donc eurolive.com, pour les curieux qui voudront aller voir un peu l'ineptie de ces salons de webcam, en fait, il est intéressant de plonger dans les conditions générales d'utilisation. Et dans les conditions générales d'utilisation apparaissent des noms de sociétés.
Alors là, c'est quand même assez dingue parce que c'est la première fois que je suis confronté aussi directement à un grand trafic de blanchiment en fait au niveau mondial. Parmi Mhm. les sociétés qui sont euh, définies dans les conditions générales d'utilisation, on a finalement une société qui s'appelle BNC Technology and Advertising. Donc magnifique boîte, BNC Technology and Advertising, qui est immatriculée à Chypre. Alors, vous voyez qu'on commence à globaliser, parce qu'en fait, dans l'idée du flux du trafic, qui est un trafic international, Chypre est un paradis sans doute fiscal qui propose des conditions d'hébergement tout à fait extraordinaires. On parlait des data centers, on parlait de tout ça, et ben en fait, j'aimerais bien savoir quelle est l'empreinte des data centers sur un territoire comme Chypre, qui n'est pas quand même une grande puissance mondiale. Quand on voit que Mhm. hier, Macron a signé un accord pour un supercalculateur Oui. avec les pays arabes, Les, mais alors les là, on Émirats est arabes unis, halluciné. ouais. Mhm. On est halluciné. Alors donc, quand on rentre dans cette notion finalement d'opérateur de ces sites, donc BNC Technology and Advertising, on va rentrer dans la composition actionnariale de ces sociétés. Et en fait, je suis rentré dans un site que je ne connaissais pas et que je conseille aussi à nos internautes, en fait, c'est le site Offshore Leaks. D'accord? Donc en fait, vous savez bien, tout ce qui est leaks et tout ce qui est révélation a explosé avec Assange, et donc Offshore Leaks met en évidence les liens actionnariales des sociétés avec évidemment leurs actionnaires. Et là, je l'avais écrit sur une prise de notes, c'est la piste aux étoiles. Parce que j'ai l'impression que dans ce qui est finalement les paradis fiscaux, et on va voir en fait qu'on y arrive très vite, les îles Vierges britanniques, Panama, etc., etc., le concept, vous allez voir la myriade de sociétés écrans, le grand jeu, à mon avis, est de trouver des noms de sociétés. Parce qu'en fait, il y en a tellement qu'il faut créer des noms, et je pense que, eh bien, en fait, ils s'amusent à créer des noms. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Ça s'appelle Caber Assets, par exemple. Caber Le Assets, temps file, hein. Le temps file, David, hein. c'est quasiment fini. Hein. D'accord. Antares Energy, Cluxwix, Leadwall Corporation, Castinder Incorporated. En fait, c'est la piste aux étoiles des sociétés écrans. Et quand on rentre encore dans les actionnariats de ces sociétés tout à fait particulières, en fait, on va retrouver un nom qui est déjà sorti dans la presse internationale, mais qui a carrément disparu. On va retrouver le cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Et là, je vous pointe et enfin vraiment, j'encourage vos internautes à plonger parce qu'en fait, nous sommes face à une guerre internationale avec un ennemi dont on voit à peine le visage. Hein. Et donc, eh ben, Mossack Fonseca, c'est le cabinet central de tout ce qui est scandale des Panama Papers. D'accord? Et Bien. donc nous avons, et nous pouvons, nous Français, apporter encore des pierres à Candace Owens. Nous avons le lien direct entre Brigitte Macron, son réseau proche avec Bernard Arnault, le beau-fils avec Niel, Niel et ses amis, qui nous amènent directement dans la dérive des Panama Papers, qui, en termes de données qui ont été captées par des journalistes du monde entier, journalistes qui sont tenus au silence, n'a pas réussi en fait à positionner ces éléments en face de la justice pour que les gens soient éminemment condamnés. Alors je termine, Nicolas, par un dernier élément sur Jean-Baptiste Descroix-Vernier, et puis on aura bouclé la boucle. En fait, il est comment une éminence diplomatique au Togo. D'accord? Donc au pays du Togo, dont on connaît l'ouverture sur la façade océanique, hein, d'accord, dans le golfe de Guinée, avec le port de Tomé. Et en fait, le Togo, eh ben, est apparu dans l'actualité parce qu'à un moment, un homme politique qui est très connu en France avait voulu prendre la présidence du Togo. Et cet homme, vous le connaissez bien, c'est Kofi Niam, qui était finalement comment on dit ça, la caution
la caution morale de Mitterrand, vous savez, parce que Kofi Niam avait été son ministre de la ville, et Kofi Niam était le ministre noir, en fait, d'origine africaine, ministre de la ville. Et donc Kofi Niam a voulu prendre la présidence du Togo. Alors ça, c'est assez marrant de voir comment Descroix-Vernier, qui est considéré comme un roi, hein, parce qu'en fait, il porte le nom de Topgui. Topgui, vous regarderez ça, qui veut dire roi ou chef dignitaire au Togo. Et donc le Togo, c'est intéressant parce que le Kofi Niam, il a un fils. Et donc, le fils de Kofi Niam est le cofondateur avec Niel, Xavier Niel, de l'école 42. Vous vous souvenez, cette école du numérique qui devait former l'élite numérique du futur, dont évidemment l'élite numérique qui va s'occuper des activités agricoles et qui va s'occuper de l'IA, l'intelligence artificielle, hein, que votre interlocuteur a donné tout à l'heure. Mais Kofi Niam avait un autre élément qui nous ramène à la constellation globale, c'est que Kofi Niam avait un conseiller parlementaire au moment où il était député. Et vous savez qui est ce conseiller parlementaire? Eh ben, c'est ni plus ni moins que Richard Ferrand, dont on parle pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel. Voyez-vous, c'est quand même assez bien clair. Et puis, un dernier élément pour finir, eh ben, c'est que le Togo, par intermédiaire de son grand port international, donc de Lomé, est devenu ces dernières années l'une des plateformes et l'une des plaques tournantes du trafic de drogue dans le monde, avec un transit qui est entre 50 et 100 100 000, enfin je sais plus trop, tonnes dans l'année. Donc en fait, on est face à une constellation complète, et si effectivement Candace Owens a le courage de ses ambitions, en fait, c'est une véritable toile d'araignée, un web, hein, on est bien dans le web, hein, cette toile qu'elle peut dénoncer. Mais ce que je peux vous dire, Nicolas, c'est que aujourd'hui, nous prenons énormément de risques parce que nous rentrons dans le terrain de nos adversaires, et ces adversaires sont des adversaires apatrides avec une réelle volonté d'exploitation de la perversité humaine intrinsèque à l'humain, et vous les connaissez, consommation de drogue, pornographie. Vous avez ces deux piliers pour la déstabilisation des pays, ils sont en place, et si vous rajoutez le troisième pilier, qui est le pilier de la dégradation du monde éducatif, et donc là, vous comprenez en plein donc la logique de dégradation du monde éducatif tel qu'on la connaît. Et nous avons l'intégralité du plan. Et ce que peut dire Candace Owens, c'est que l'un des épicentres, étonnamment à la faiblesse relative de notre pays, il est français. Mais il n'est plus positionné dans le monde industriel tel que nous aimerions le connaître en rayonnement. Non, il est positionné dans les activités quasi illicites liées essentiellement à la pornographie. Voilà, j'en ai fini, j'espère avoir tenu le planning, mais vous comprenez mon émotion, c'est hallucinant. Nous sommes face à une pieuvre hallucinante, et cette pieuvre-là, si nous n'arrivons pas à la décrocher, elle ne nous fera pas de cadeau. Elle ne nous fera pas de cadeau. Voilà, Nicolas, ce que je voulais dire. On est rentré dans l'antre de la bête, c'est bien l'événement d'ailleurs. L'avènement de la bête, le 666, c'est bien le réseau, non? De toute façon, on rappelle Google avec ses 3 6, on rappelle que finalement, ce que vous faites, c'est découvrir les linéaments de l'antre de cette bête, et qui, en effet, touche toutes les couches, toutes les cases de la perversité. En effet, c'est ce réseau, ce fameux réseau. Je vous laisse terminer et nous passons à nos invités suivants. David. Oui, juste pour finir, parce que nous sommes dans une vision eschatologique, vos invités parlent du GAFAM, j'ai entendu ça ce matin. En fait, il faut qu'ils sachent que le GAFAM a muté, en fait, le nom est en train de muter, et le GAFAM va s'appeler Amanat. D'accord, donc on va retrouver le A, le M, et le T, en fait, c'est Tesla, hein, qui rentre dans cette vision. Et vous savez que Amana, en fait, ça veut dire enfant de Dieu.
D'accord? Donc en fait, vous avez bien compris que la logique est eschatologique, et quand vous avez donc un monstre qui commence à s'appeler Amanat et qu'on considère que c'est un enfant de Dieu, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Nicolas, il va falloir vraiment serrer C'est les réseaux l'avènement parce de qu'on est très très mal barré. l'avènement de la bête. Steiner parlait d'Harriman. Merci David Pliquet. Merci Écoutez, beaucoup. passez une excellente journée. Merci à vous pour toutes ces enquêtes, tout ce travail précis, fouillé, dont nous avons Et je suis bien à la besoin pour disposition des aller informer. internautes s'ils veulent monter en maturité, parce que c'est extrêmement important, hein. C'est très chaud ce qui se passe, hein. Comment ils font pour vous contacter? Comment ils font pour me contacter? À travers la plateforme Citizen Light, il y a des moyens de me contacter. Puis sinon, ils trouvent mes coordonnées sur les réseaux sociaux. Citizen Light, évidemment, votre travail avec Pierre Barnérias, que nous saluons au passage. Je vous Merci dis à très David. bientôt. Merci Nicolas, À hein. très À très bientôt. bientôt. Merci David. À bientôt. Ciao. Vous aimez nos émissions? Ouais, Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société: économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.